Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, 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 très bien. ok, super. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Léa Dibiagi. Merci Céline pour la présentation plus complète. Comme ça évite que je la fasse moi. Donc, aujourd'hui, ma présentation, donc du coup, je vais lancer le diaporama, traitera du coup des stratégies mises en place par les professionnels pour maintenir le lien avec les publics vulnérables en période de Covid-19 et plus particulièrement durant la première vague. Donc, la présentation va contenir 5 points. Tout d'abord, je vais vous présenter un bref contexte de recherche. Je vais vous décrire brièvement ma méthodologie mise en place. Ensuite, je vais vous donner des définitions, notamment du terme public vulnérable du point de vue des professionnels et vous présenter les enjeux qui sont sous-jacents au maintien de ce lien entre les professionnels et les publics vulnérables. Ensuite, je vais vous parler donc des différentes stratégies du coup qui ont été mises en place par les professionnels pour maintenir ce lien. Et je vais clôturer cette présentation par une brève conclusion et quelques questions, voilà, ouverture pour la suite de cette recherche. Donc, tout d'abord, pour cette recherche, donc cette recherche s'inscrit en fait dans une recherche de plus grande ampleur qui est menée par le WP4 de Beehive, donc collaboration interprofessionnelle. Et donc, pour cette recherche menée par les différents chercheurs, nous avons réalisé 72 entretiens. Nous avons aussi réalisé des observations et récolté des documents. Donc, ça a été pour la partie récolte de données. Et moi, pour cette approche-là que je vous présente aujourd'hui, je me suis focalisée sur 24 entretiens qui sont des entretiens réalisés auprès de professionnels qui sont directement en contact de ces publics vulnérables. Et je me suis aussi fondée sur les données issues des 2 observations de structures qui sont aussi au contact de ces publics vulnérables. La méthode d'analyse de ces données, donc c'est la Grounded Theory. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre les présentations précédentes de Céline Mailleux ou des autres chercheurs du WP4, donc dans la session précédente, mais je vais juste vous en dire quelques mots au cas où vous n'auriez pas pu y assister. Donc, en fait, la Grounded Theory, c'est donc théorie ancrée. Et donc, c'est une méthode d'analyse qui est dite inductive. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on part des données du terrain pour construire un cadre théorique à partir de ces données. Et finalement, par la suite, qu'on va mettre au défi de se conformer à ce qu'on retrouve sur le terrain sur principe en fait d'aller-retour. Et donc, ces allers-retours, de mettre cette mise au défi, finalement, va permettre soit de renforcer le cadre théorique s'il correspond, ou alors parfois de le faire évoluer finalement pour s'adapter aux différents contextes qu'on peut retrouver sur le terrain. Les territoires, donc les territoires de cette recherche, ça a été le Bruxelles et le Hainaut. Et les structures, en fait, les professionnels appartenaient en général à des structures dites de la ligne 05. Donc, en fait, ce sont des structures qui sont au contact des publics vulnérables de type voilà, les sans-domicile, les usagers de drogue, les femmes victimes de violences, les migrants. On a aussi, je vais y arriver, non, ouais. Les individus sans papier, les ex-détenus. Et donc, les professionnels interviewés sont des professionnels qui sont issus du domaine de la santé et du social et qui, comme je vous l'ai dit, sont soit des professionnels de terrain, soit des professionnels qui travaillent plutôt dans les services de direction de ces structures. Donc, deuxième partie, donc après cette brève description, je vais vous définir du coup ce qu'est un public vulnérable, non pas par rapport à la théorie, la littérature déjà existante, mais par rapport en fait aux données que j'ai pu récolter sur le terrain. Et donc pour ça, en plus, ça va être une petite mise en pratique finalement de la Grounded Theory pour que vous puissiez vous aussi voir ce que ça donne. Donc, les caractéristiques des publics vulnérables du point de vue des professionnels. Donc, les publics vulnérables, on peut voir dans cet extrait d'entretien, sont définis comme étant un public qui est marginalisé. Donc, ça, c'est la première caractéristique qui ressort. Mais une deuxième caractéristique qu'on peut voir dans cet extrait, c'est aussi un public qui n'a pas accès. Donc, il y a des difficultés d'accessibilité. Et dans cet entretien, on peut voir, dans ce verbatim, on peut voir que ces difficultés d'accessibilité sont de l'ordre du financier, mais aussi du mode de structuration de ce public. Dans ce deuxième extrait d'entretien qui s'affiche, on peut voir que les publics vulnérables sont aussi définis comme des gens qui sont hors des radars. Donc, hors des radars de quoi? Hors des radars des structures classiques du système de santé et de la première ligne. Et donc, c'est aussi des publics qui sont définis comme cumulant plusieurs problématiques. Donc, des problématiques, comme on l'a dit, financières et de structuration, mais aussi psychomédico-sociales. Dans ce troisième extrait, on voit que les publics vulnérables sont définis comme des publics qui sont finalement en décrochage de tout et pour lesquels les professionnels doivent faire appliquer un travail qui est de l'ordre du social, de l'ordre du médical et du psychologique.
Et donc, voilà, c'est un peu aussi, ça reprend cette notion de cumul de problématiques et donc d'un accompagnement global qui est inhérent à ce public. Il y a pour ce dernier verbatim aussi, cet avant-dernier verbatim, pardon, une définition des publics vulnérables, donc on l'a dit comme un cumul de vulnérabilité, et les professionnels peuvent aussi interpréter ce cumul de vulnérabilité comme quelque chose qui rend finalement la situation chronique pour l'usager, et donc la chronicisation finalement de cette situation est donc engendrée par le cumul de ces différents types de vulnérabilité. Le public aussi vulnérable est défini comme des bénéficiaires qui souffrent de solitude et parfois aussi du coup de problèmes d'addiction ou de problématiques de santé mentale. Donc alors pourquoi maintenir le lien thérapeutique? Donc maintenir le lien thérapeutique en fait entre les professionnels et les publics vulnérables, c'est assurer la continuité des traitements médicaux, mais c'est aussi maintenir et recréer le lien avec la société. Et finalement, donc, c'est maintenir la fonction de la ligne 05. Donc, c'est un accompagnement des publics vulnérables et c'est peut-être aussi, dans certaines situations, un chemin vers la réinsertion vers des structures plus classiques, donc de la fameuse première ligne classique. Les barrières au maintien du lien en période Covid. Donc, en fait, pendant la période Covid, donc vous le savez, il y a eu un contexte sanitaire qui a impacté finalement le mode de fonctionnement de certaines structures et aussi le mode de vie des publics vulnérables. Et donc, ces barrières, elles sont de différents ordres. Il y a notamment, tout le monde l'a un peu vécu, cette balance finalement entre le risque et la continuité des services, le risque qui est lié parfois à l'absence de matériel de protection. Donc, il a fallu pour certaines structures, pour certains professionnels, peser le pour et le contre. Et donc, le manque de matériel de protection qui devait protéger à la fois les professionnels mais les publics a mis du moins un frein pendant un certain temps aux liens qui pouvaient exister entre les professionnels et les publics vulnérables, car sans ce matériel, les contacts n'étaient tout simplement en général pas possibles ou du moins limités. Il y a eu aussi l'absence de données sur les vulnérabilités donc spécifiques de ces publics vulnérables face à ce virus. Voilà, on ne connaissait pas ce virus, on ne savait pas de quelle manière en fait il allait réagir face à ces publics vulnérables, mais aussi comment ces populations allaient, elles, réagir face à ce virus. Et donc, cette absence de données a pu laisser un flou et une période de battement finalement dans le contact entre professionnels et publics vulnérables. Il y a eu aussi donc la réorganisation, donc en raison des recommandations nationales sanitaires ou des mesures à appliquer au sein des fonctionnements des structures. Les structures ont dû finalement réorganiser la façon dont elles opéraient, la façon dont elles présentaient leurs services à ces publics. Et donc, ce temps de réorganisation aussi a induit une petite période de latence durant laquelle le contact, le lien qui unissait professionnels et publics a été freiné. Et pour finir, en fait, il y a eu donc la délocalisation des publics sans domicile. Donc, en fait, quand on parle de cette délocalisation, c'est-à-dire qu'il y a eu la mise à disposition d'hôtels pour permettre le confinement, parce qu'en première vague, il y a eu ce confinement-là qui était assez strict. Et donc, il y a eu la mise à disposition d'hôtels pour confiner les publics SDF, publics migrants. Et ces lieux de confinement étaient parfois éloignés de la structure avec laquelle ils avaient des contacts, des professionnels avec lesquels ils étaient en contact. Et donc, cet éloignement géographique a aussi été une barrière finalement au maintien de ce lien. Et pour finir, donc un peu dans le même ordre d'idée que la délocalisation des publics, il y a aussi le confinement finalement des usagers chez eux avec l'impossibilité du coup de se déplacer et d'aller bénéficier des services dont ils disposent habituellement. Donc, pour les stratégies du maintien, donc quel est l'enjeu finalement pour ces structures et ces professionnels de la ligne 05 en première vague de maintenir ce lien? Mais les enjeux, c'était en fait d'offrir une offre qui était adaptée non seulement, vous l'avez vu, aux spécificités qui définissent ces publics vulnérables, donc avec un mode de structuration, un mode de fonctionnement qui n'est pas nécessairement le même et qui du coup nécessite des adaptations par rapport au mode de fonctionnement de la première ligne, mais aussi une forme d'adaptation finalement aux nouvelles mesures, aux nouvelles spécificités, aux nouveaux contextes qui étaient inhérents cette fois-ci au contexte de crise sanitaire. Pour donc du coup l'étude un peu des stratégies donc, du maintien du lien, j'ai identifié 3 types de structures qui ont mis en place finalement des stratégies qui étaient parfois similaires, parfois différentes. Mais donc voilà, on va en fait regarder quelles ont été les stratégies mises en place en fonction de ces types de structures.
Et donc, le premier type, on va parler des structures avec un accueil de jour. Donc ça, je parle de structures en fait, qui fournissent des services au sein de leur institution, mais aussi des structures qui proposent un hébergement de nuit. Et le troisième type, je vais aborder les stratégies à travers l'étude des structures qui présentent un travail qui est délocalisé du lieu de leur institution, donc un travail en rue ou au domicile de la personne. Pour les structures avec un accueil de jour, donc il y a eu 4 types de stratégies qui ont été mises en place. La première, c'est la décentralisation des services médicaux. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des publics qui ont été délocalisés, qui ont été confinés dans des endroits qui ne sont pas leur lieu de vie habituel. Et donc, cette délocalisation des publics, en fait, induit une décentralisation des services médicaux. Donc, c'est-à-dire que des structures qui proposent un accueil de jour avec des services qui sont exercés au sein de leur institution, en fait, ont délocalisé comme des équipes mobiles dans ces lieux de confinement de ces publics. Et donc, pour ça, sur place, dans ces lieux de confinement, il y a eu 3 stratégies qui ont été mises en place pour maintenir le lien, parce que ces structures de confinement des publics étaient donc fermées en étant en période de confinement. Donc, les professionnels ne pouvaient pas nécessairement aller dans la structure, se balader et discuter avec toutes les personnes présentes. Et donc, donc, je vous ai dit, 3 stratégies ont été mises en place. Il y a eu tout d'abord la mobilisation de ce qu'ils ont appelé des usagers relais. Donc, en fait, ces usagers relais sont des usagers qui ont été identifiés au préalable par les professionnels comme étant finalement des relais de communication vers d'autres publics avec lesquels ils n'avaient pas nécessairement de contact. Et donc, en fait, ça a servi de point de relais d'information, de diffuseur de l'information. Et donc, voilà, comme je vous l'ai dit, ces usagers relais étaient définis avant par les professionnels. Ils ont été identifiés directement. Il y a aussi la mobilisation donc, de ce que là, ils ont appelé des professionnels relais. Et en fait, ces professionnels relais, ce sont des professionnels qui sont ni issus du domaine social, ni issus du domaine médical, qui ne sont pas nécessairement au quotidien en contact avec ces publics vulnérables, mais qui en fait sont des professionnels qui travaillent au sein des structures, des nouvelles structures d'hébergement, donc des hôtels par exemple mis à disposition, et qui eux ont été aussi mobilisés pour devenir des relais de communication. Il y a eu aussi, donc, quand je parle de l'input d'une structure de la ligne 05, une structure classique 05, c'est en fait les structures qui organisaient l'hébergement de ces publics n'étaient pas nécessairement des structures qui étaient habituellement en contact avec ces publics vulnérables. Et donc, en fait, quand on n'est pas en contact avec ces publics vulnérables au quotidien, on ne connaît pas nécessairement leur mode de fonctionnement, leur mode de structuration. Et quand on fait face à un public qui est sans domicile, qui vit sur un territoire, qui a des habitudes de vie, et que tout d'un coup, on le confine dans une chambre entre 4 murs, on se rend compte que finalement, il n'y a pas nécessairement d'acceptation, ou du moins, il y a un mal-être qui se crée auprès de ces personnes-là. Et donc, du coup, ces structures d'hébergement, donc nouvelles, ont finalement créé des collaborations avec les structures dites classiques, donc qui ont l'habitude de collaborer avec ces publics-là, pour mettre en place des stratégies qui ont permis de conserver les publics, de maintenir les publics en confinement au sein de ces nouvelles structures. Deuxième grande stratégie mise en place par ces structures avec un accueil de jour, ça a été donc la collaboration entre professionnels. Et donc, quand on parle de collaboration, c'est notamment au niveau médical. Par exemple, pour des publics qui avaient des problématiques d'assuétude, ça a été la transmission directement de la prescription du médecin au pharmacien pour assurer la continuité des soins. Donc, pour des usagers de drogue qui étaient plutôt dans une sorte de routine médicale, il n'y avait plus nécessairement de contact avec le médecin directement, mais un renouvellement de la prescription directement transmise au pharmacien. Et ça permettait du coup de limiter les contacts qui étaient quand même assez prohibés, ou du moins où on demandait de limiter pendant cette période Covid, tout en maintenant la continuité des soins. Et donc, ce lien finalement médical est passé de façon indirecte entre le médecin et le public vulnérable usager de drogue à travers le pharmacien. On pense aussi à une autre stratégie qui, cette fois-ci, s'établit au sein même de la structure, c'est la collaboration entre les éducateurs et les médecins. Donc, il faut comprendre que dans cette situation de première vague, les structures de jour ont, pendant un certain temps, parfois fermé leurs portes. C'est-à-dire que le temps de se réorganiser, les publics vulnérables ne rentraient plus à l'intérieur de l'institution. Et les contacts se faisaient parfois à la porte de l'institution. Et donc, toujours dans cette optique de limiter la multiplication des contacts, en fait, c'était une personne qui faisait le relais d'information. Et donc, souvent, ce sont plutôt les professionnels du social
qui étaient à la porte, qui discutaient directement avec l'individu et qui se faisaient le relais de l'information auprès des médecins ou des professionnels du médical et qui, comme ça, échangeaient finalement et transmettaient des informations. Et donc, voilà, ça permettait de maintenir ce lien à la fois social, parce que le contact était présent, tout en conservant finalement une continuité des soins. Il y a eu aussi donc la mobilisation d'outils de communication entre les professionnels et les publics vulnérables, notamment l'utilisation parfois de téléphones, de coups de téléphone, de mails ou d'SMS ou voilà, d'utilisation d'applications. Mais il y a eu aussi, dans ces structures d'hébergement, donc qui ont été nouvelles pour accueillir ces publics souvent sans domicile, l'utilisation de télévision. Alors, pas télévision, je ne vous parle pas du journal télévisé, mais un peu comme ce qu'on peut retrouver dans les hôpitaux, un écran télé qui va voilà, diffuser les informations quant au rendez-vous, voilà, au délai d'attente peut-être. Et bien, ces télévisions-là, dans ces centres-là, étaient utilisées pour diffuser des informations quant voilà, peut-être aux horaires durant lesquels les professionnels qui délocalisaient le service allaient venir sur place, ou alors tout simplement sur les mesures à prendre en termes de comportement en cette période de Covid-19. Léa, je me Il y a eu permets aussi, de jouer mon rôle de gardienne du temps. Il te reste 3 petites minutes. OK, ça marche. Au niveau des structures avec accueil de jour, donc il y a eu aussi l'ouverture vers de nouveaux services pour répondre à des besoins émergents liés au contexte de crise, et on va y revenir tout de suite. Pour les structures de travail en rue ou au domicile, il y a eu 4 types encore de stratégies qui ont été mises en place. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la délocalisation des services sur les lieux de confinement, en fait, pour les structures de travail en rue ou au domicile, ça a été une délocalisation des services plutôt à des endroits stratégiques. Stratégiques comment? C'est stratégique pour favoriser l'accessibilité, donc des endroits peut-être un peu plus centraux. Il y a aussi, en fait, dans le cadre de ces délocalisations de services, une ouverture, comme on a vu précédemment, vers des nouveaux services, notamment si, par exemple, dans une situation, le restaurant social a fermé ses portes. Et donc, en fait, plusieurs structures ont collaboré pour effectuer en fait, une distribution de repas. Ou alors, ça a été la fermeture des magasins, une distribution de vêtements. Donc, comme ça, c'était répondre à des besoins qui étaient émergents et faire face finalement à la fermeture de certaines structures. Ou alors, ça a été aussi des nouveaux besoins émergents liés à ce contexte pandémique, comme la réalisation sur ces lieux, sur ces endroits stratégiques, d'un dépistage Covid ou de la fourniture de matériel de protection. Il y a aussi pour les structures donc, avec des professionnels qui se déplacent au domicile, la mobilisation des outils de communication, téléphone, mail, WhatsApp, pour maintenir ce lien, mais évidemment avec les aléas de la communication qui sont inhérents finalement à la situation de confinement des publics vulnérables. Donc, on pense notamment à des familles avec enfants, s'isoler tout d'un coup pour communiquer avec un professionnel par rapport à son lassitude. On imagine bien qu'il y avait peut-être parfois des petites complications. Le troisième type de structure, donc c'était les structures avec hébergement. Et donc, dans ces structures-là, en fait, ils ont fait en général le choix de fermer leurs portes, mais de fermer leurs portes non pas au public, mais de fermer leurs portes avec les publics à l'intérieur. Et donc, en fait, comme ce sont des structures d'hébergement de nuit, en général, on laisse la journée, le public vaquer à ses occupations. Et donc, il a fallu mettre en place des services, par exemple, de distribution de repas, ou alors faire venir les professionnels du médical au sein des structures quand il n'y en avait pas dans le corps professionnel pour pouvoir assurer la continuité des soins. Et donc, voilà les 2 stratégies qui ont été mises en place par ces structures. Voilà, Léa, il faudrait conclure maintenant si tu veux bien. Ouais, Voilà, j'en parfait. suis à la conclusion. Donc, ça, c'est un peu un tableau récapitulatif qui vous fait donc le bilan des grosses stratégies qui ont été mises en place. On peut voir que si les structures d'accueil de jour et de travail en rue à domicile ont quand même mis en place le même type de stratégie, avec évidemment les adaptations qui sont inhérentes au public et à leur façon de fonctionner, et les structures d'hébergement, du coup, qui ont, elles, se sont adaptées elles-mêmes en tant que structure voilà, qui hébergeait donc le bénéficiaire pendant toute la durée du confinement. Hop. Donc, les enjeux juste pour ma recherche, encore une petite minute. Donc, ce serait ouvrir mon sujet aux praticiens solo, parce qu'eux aussi ont une Léa, représentative. je pense qu'on va laisser la DIA, comme ça les personnes voient Ouais, les questions, mais peuvent réagir peut-être dans le. dans le Donc vous chat. avez la possibilité de réagir à travers les questions et réponses.